attention toi. On a été ici, ça Les pompiers font tous le même constat. Dans certains quartiers des grandes villes, la violence gratuite est devenue systématique. Les soldats du feu sont désormais des cibles. On les accueille avec des insultes, des pierres ou des battes de baseball. Une nuit ordinaire à Strasbourg. Chaque soir, les pompiers savent ce qui les attend. Au moins 2 ou 3 voitures vont flamber. Actuellement, c'est... Je ne vais pas sortir de statistiques, mais enfin, l'immense majorité des voitures, ce sont des voitures allumées. Là, il y a une logique qui me dépasse en fait. Est-ce que c'est pour s'amuser? Est-ce que c'est par phénomène de mimétisme par rapport à d'autres jeunes qui allument des voitures? Est-ce que c'est une façon de se défouler, d'attaquer la société, de montrer le désaccord? Je ne sais pas. Ça me rend perplexe. Les pompiers sont appelés pour une autre intervention dans un quartier chaud en périphérie de la ville. Cette fois, c'est une benne à ordures qui a été volontairement enflammée. La rue est sans issue, le conducteur engage son camion en marche arrière, prêt à repartir au moindre incident. Il n'y a pas d'endroit où on ne met pas les pieds. Déjà, de par la nature de nos missions, on ne peut pas refuser aux uns ce qu'on accorde aux autres. On ne fait pas de ségrégation dans ce domaine. En 2 décennies, les mentalités ont beaucoup changé. Je dirais surtout par rapport à une certaine population qui ne reconnaît plus l'image traditionnelle des sapeurs-pompiers qu'ont, je dirais, normalement la population. Il y a 20 ans, on était aux agressions verbales de temps à autre. Maintenant, bon, on est déjà à un niveau supérieur et bon, ça va s'arrêter. Depuis 1993, on tient un jour un cahier des comptes rendus d'incidents qu'on fait remplir à nos personnels. Pour 2001, on en est à 31 agressions, 31 incidents. Ça va de l'insulte, les gestes obscènes en intervention, les jets de pierre. Bon, faut voir quand même que c'est pas des gravillons qu'on nous jette, c'est des bons pavés. Et puis, y a les agressions directes, agressions verbales, les agressions physiques. Bon, heureusement, elles sont extrêmement rares, mais on en a quelques-unes. Et donc, c'est là que nous, on a le plus peur. C'est la première pièce, ce compte-rendu d'incident, qui va, si l'agresseur est identifié, donner lieu à poursuite. Parce que, bien entendu, les quelques fois où on peut identifier l'agresseur, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que la poursuite pénale est systématique. Caserne de Strasbourg-Ouest, 8 h du matin. Le lieutenant Linder est sapeur-pompier depuis 20 ans. Il a vu la violence s'installer progressivement dans les quartiers. Pour lui, l'esprit d'équipe et l'envie de sauver les autres permettent encore de surmonter les moments de découragement. Le matin, après l'appel, les hommes vérifient leur matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Tout doit être prêt pour réagir vite au moindre appel d'urgence. Si tout est pensé pour la protection des victimes, en revanche, peu d'aménagements ont été faits sur les camions pour prémunir les pompiers des agressions. Notre mission en tant que sapeur-pompier, c'est bien sûr la protection des biens et l'assistance à personne. Donc il est évident que nos véhicules en fait, ne sont pas des véhicules blindés face aux violences urbaines. La seule protection que nous avons au niveau des véhicules, ce sont des films protecteurs que nous avons au niveau des pare-brises, ce qui évite en fait à la vitre d'éclater en morceaux et pour nous d'éviter de prendre des projectiles au niveau du visage, des yeux. Donc effectivement, vous avez quelques preuves des agressions que l'on peut subir dans les quartiers, puisqu'on peut constater différents impacts sur le véhicule. Donc la consigne, quand on intervient dans des quartiers sensibles, c'est bien sûr de garder fermé, de garder le casque, même dans le véhicule, car malgré tout, on n'est pas à l'abri d'un gros projectile qui serait amené à traverser le pare-brise. Alerte, faux commentaire. Alerte, faux commentaire. Et partir en moi.
Ces hommes sont opérationnels à tout moment de la journée et de la nuit. Il leur faut moins de 2 minutes pour s'équiper et quitter la caserne. Lorsqu'ils n'ont pas à intervenir dans les cités, ils sont moins tendus. Ils savent qu'ils ne risquent pas de prendre un mauvais coup. Pour feu de grange. Ça roule bien, là, ça roule bien. Ah, ça sent, hein. Vache. Pour ce feu d'atelier dans un village proche de Strasbourg, les pompiers sont dans leur élément. Formés et aguerris pour ce type d'incendie, ils viendront rapidement à bout des flammes. Dans notre secteur, c'est relativement rare d'avoir un feu de cette nature. Ce n'est pas la même population ici que chez nous en ville. Hein. En ville, c'est en général une population déjà plus jeune, urbaine forcément, avec d'autres problèmes et d'autres soucis. Les gars, bon, ils sont formés pour ça, et, bon, ils aiment bien ce genre d'intervention, et là on se sent vraiment utile. Hein. On sait que bon, on a protégé la maison, c'est en fait ça notre mission principale. Caserne de Mulhouse. Ici, les sapeurs-pompiers rencontrent les mêmes problèmes d'insécurité que leurs collègues de Strasbourg. Les feux de poubelles et de voitures rythment leur nuit. D'un quartier sensible à un autre, intervention rime avec tension. Impuissants face à la montée de la violence, les pompiers sont devenus extrêmement vigilants. Si le feu ne menace pas directement la population, ils peuvent partir au moindre signe d'agression. On campe pas, hein. On plie vite les gaules et on rentre, hein, parce que il ne s'agit non plus pas de les stimuler. Hein. Disons que quand ils n'ont pas l'idée de nous attaquer avec les pierres, on ne va pas non plus leur donner l'idée, hein, ou attendre qu'ils l'aient. La dernière garde, on est allé pour un banal feu de poubelle des gamins de 14 ans qui nous ont jeté les cailloux. Quand on arrive et qu'il n'y a rien, on se relâche parce qu'on est sous tension. Du moment qu'on part, on est sous tension. Voilà, ce soir c'est le 5e. Hein. Donc quartier chaud, il faudra faire attention aux pierres. Attention. Faites attention. Faites attention parce qu'ils prennent des cailloux là. Là-bas, filme là-bas, regarde là-bas, là on fait cailloux là-bas. Vas-y, regarde là-bas. Pardon? Vous faites quoi là? On part. Pour un feu de poubelle, il caillasse quoi. Ah oui, voilà, ouais, c'est exactement le scénario. Ouais, on s'en va, hein. C'est exactement le scénario. Dans ces cas-là, vaut mieux partir. Bah écoutez, faut pas chercher la confrontation, hein, c'est pas la peine. Hein. Là, c'était des cailloux. On n'a pas vu la grosseur, mais ça peut très bien être des bouteilles, ça peut très bien être des choses beaucoup plus dangereuses. On a eu un collègue il y a quelques années qui a eu pris une barre de fer dans la tête. Donc c'est pas anodin. Il a été blessé gravement, ses jours étaient en danger. Il y avait un groupe d'une dizaine de gamins qui tenaient des chiffons enflammés. Et à ce moment-là, un des gamins a lancé une barre de fer. Je ne me souviens pas exactement qui, quoi, comment, où. Et la barre de fer a traversé le carreau du véhicule et est venue se planter dans mon crâne. On m'a dit que la barre de fer avait pénétré 3 cm dans le crâne, il y a de la matière nerveuse qui a dégagé, donc les 3 membranes qui recouvrent le cerveau ont été lésées, blessées, donc il fallait restructurer ça. Donc on a mis une certaine résine relativement proche de la matière nerveuse et une résine supplémentaire pour reconstitution de l'os du crâne. Suite à cette agression,
André Linhart n'a pas pu intervenir sur le terrain pendant 3 ans. Face à la progression de l'insécurité, les soldats du feu n'ont pas de remède. Pour tenter de comprendre pourquoi on les agresse, mais aussi afin d'éviter que ce type d'accident ne se reproduise, les pompiers de Mulhouse ont mis en place depuis 3 ans des actions de prévention dans les collèges des cités sensibles. Rabbi Medjerab, pompier volontaire lui-même issu d'un quartier difficile, tente de sensibiliser les plus jeunes sur les attaques que ses collègues subissent. On va juste parler un petit peu des agressions que les pompiers peuvent rencontrer dans certains quartiers, d'accord ? Notamment donc dans votre quartier où malheureusement quand on intervient, eh ben, très souvent, qu'est-ce qui nous arrive ? Des pierres. Voilà. À votre avis, pourquoi est-ce que les sapeurs-pompiers se font jeter des pierres ou se font agresser ou, est-ce que vous avez une explication ? Pour jouer les caïds, pour se rendre intéressant. Pour se rendre intéressant devant qui ? Devant les Devant copains ? ses camarades et tout ça, devant ce copain. Ok. Vous avez d'autres explications ? Parce que ça les amuse. Ouais. Pour faire passer le temps, mais il n'y a pas d'autre moyen pour faire passer le temps ? Ils ont la haine, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient la haine ? Parce que peut-être vous les avez déjà attrapés. Hein ? Peut-être vous les avez déjà attrapés. C'est venger. Est-ce que le rôle des sapeurs-pompiers, c'est d'attraper les gens ? Non. Le fait de nous agresser, ça va nous faire perdre du temps. Qui dit perte de temps, ça peut être synonyme de perte de vie, par exemple, ou l'état d'une personne qui peut s'aggraver. Et n'oubliez jamais, et je le répète encore, que je pense qu'il y a un lien, il y a une complicité qui va se créer entre nous, les services d'urgence et ces enfants. Et à mon avis, ces enfants ne nous regardent plus de la même façon, quoi. Ils nous regardent d'un œil différent, peut-être un œil plus sympathique qu'avant, quoi, parce qu'ils ils sont rentrés un petit peu dans notre monde, dans le monde donc, du service d'urgence. Et moi, je reste persuadé que notre passage les a marqués. En attendant que les mentalités ne changent, les pompiers n'ont pas d'autre choix que de continuer à remplir leur mission de secours et d'éteindre ces poubelles ou voitures enflammées, souvent synonymes de caillassage. Il en faut du courage. C'est pas simplement du courage pour affronter l'adversité, c'est aussi du courage pour résister. Parce que lorsqu'ils ont adopté le métier de sapeur-pompier, aujourd'hui c'est toujours encore par vocation. Et ils ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient revêtir ce type d'aspect. Et donc c'est vrai que ça passe par des moments de découragement qui sont parfois marqués. Il y a vraiment cette faculté étonnante d'adaptation, mais qui ne veut pas dire pour autant que les gens, dans leur fort intérieur, l'acceptent. Il existe quelque chose de très particulier, c'est que quand les pompiers vont en intervention, on réfléchit après. C'est souvent au retour d'intervention que les choses se matérialisent et que les dégâts psychologiques se créent. Et c'est l'usure et la multiplicité effectivement de ce type d'intervention qui font que parfois mes collègues sont usés et fatigués. Mais avant tout, ce sont des hommes. Et puis arrive un moment où la goutte d'eau déborde. Il y a 4 ans, l'adjudant-chef Banéa a été victime d'une agression dans une cité de Damary-lès-Lys, près de Melun. Alors voilà, ça s'est passé ici. Nous partions en intervention et comme nous sommes arrivés dans le virage, là, nous sommes tombés face à face avec une émeute. Et les émeutiers se sont précipités sur le fourgon pour l'immobiliser. À ce moment-là, tout a été très vite. Tout a été très vite. Les pare-brises ont éclaté, les phares ont été cassés, les vitres latérales ont été brisées. J'ai été agressé immédiatement à coups de parpaing, à coups de battes de baseball, de barres métalliques. C'était la frayeur. On s'est vu mourir en fait. Moi j'ai vécu cette agression vraiment profondément. Il faut savoir que sous les coups répétés de nos agresseurs, on ne peut pas avoir de réflexe de défense, on est entièrement inhibé par les coups et on se recroqueville et en fait on voit défiler plein d'images et on a le sentiment qu'on ne verra jamais personne. C'est une mort psychologique
Compte tenu qu'on n'est pas mort, c'est psychologique, mais il s'en est fallu vraiment de rien. Hein. Nous étions complètement traumatisés, complètement abattus à l'intérieur du véhicule. On commençait à nous arroser d'essence pour mettre le feu au véhicule. Des tentatives d'incendie du véhicule ont été faites au moyen de briquets et d'essence. On ne voyait aucune autre solution que l'arrivée imminente des secours que nous avions demandé. Ils sont venus, les secours? Trop tard. À mon gré, trop tard. Trop tard. Les seuls secours les seules choses que j'ai pu considérer comme des secours, c'est en fait les Maghrébins de la ZUP qui se sont interposés entre nos agresseurs et nous, et puis les civils qui sont descendus des appartements pour venir nous chercher. On était foutus. La police n'était pas là, était engagée ailleurs, malgré que je l'ai appelé. Il était à peu près à 80 mètres d'ici, au centre Schweitzer. Ils ne sont jamais venus. Ils sont jamais venus. Moi, je ne les ai jamais vus. Je les ai jamais vus. Et mes collègues sapeurs-pompiers qui auraient dû théoriquement s'engager en même temps que nous en colonne, qui étaient restés à la caserne, avaient aussi été engagés sur une autre phase de la ZUP. Et quand ils sont arrivés, c'était déjà trop tard. C'était fini. La chose c'était consommé. Si nous avions dû mourir, nous étions morts. C'était fichu. Moi et les 3 collègues qui sont restés enfermés à l'intérieur. On n'a pas pu esquiver un geste de défense. Rien, tellement les coups pleuvaient sur nous. C'est la première fois que vous revenez ici? Oui, la première fois. Oui. C'est dur. 4 ans après, je pensais que ça se passerait mieux que ça. C'est vraiment dur. C'est dur. Là, ma vie s'est arrêtée là, toute ma vie. Ma vie de pompier, ma vie familiale, ma vie sociale, tous les engagements que j'avais ailleurs sont tombés là. Là. C'est tombé là. Voilà. J'ai eu le sentiment profond d'être trahi par tous ces gens. J'ai engagé toute ma vie au secours des gens. Et pour moi, un pompier, c'est pas fait pour mourir dans un fourgon agressé. On est préparé à plein de drames. On sait qu'on peut mourir suite à une explosion. On sait qu'on peut tomber d'une échelle. On sait qu'on peut mourir dans un feu. On n'a jamais été préparé à être lynché par les gens qu'on vient sauver. Jean-Marc Banéa en veut encore aujourd'hui à sa hiérarchie de ne pas avoir su les préserver, lui et ses hommes, en les laissant s'engager sans escorte dans cette cité en pleine ébullition. C'était le 18 décembre 1997. La veille, un adolescent de la cité avait été tué par un policier suite à un vol de voiture. L'émeute était donc prévisible. Jean-Marc est en arrêt maladie depuis 4 ans. Fuyant les villes et les foules, il passe la plupart de son temps chez lui. Ici, je me sens complètement à l'abri, oui. J'ai pas peur, j'ai pas de crainte. Et puis, ça a été un petit peu mon refuge. Ça m'a aidé à revivre. Alors voilà mes reliques. J'ai jamais touché, c'est resté tel quel. C'est peut-être indigne pour ma tenue, mais c'est comme ça. Ma tenue de sortie est là, pleine de poussière. On y retrouve mon casque, on va y trouver mon cuir tel que je l'ai quitté, exactement. Je l'ai posé là. Mes bottes, mes Rangers, vous voyez, c'est resté tel quel. C'est presque honteux de montrer ça comme ça. Malgré la tenue de feu, malgré le casque, j'ai quand même eu une plaie ouverte de la jambe gauche sur le tibia. J'ai eu une contusion très importante de ma cuisse droite qui a été matraquée. J'ai eu une fracture de mon coude droit. J'ai eu également une commotion de la nuque. J'ai un collègue qui était avec moi, à travers le cuir, à travers la tenue de feu, il a eu l'avant-bras lacéré à coups de cutter. Il faut imaginer un petit peu la férocité de nos agresseurs.
Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Un des secteurs les plus sensibles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Depuis plusieurs années, la violence urbaine y atteint des proportions démesurées. Cité des Baudottes, en juin 2001. L'arrestation de 2 délinquants par la police déclenche une émeute. Toute la nuit, les pompiers doivent éteindre des feux de voitures, de poubelles ou de garages, allumés par des jeunes bien décidés à en découdre. Il y a une cinquantaine de jeunes qui attendent à une centaine de mètres. Capitaine Guillon, la police se rend sur les lieux, pareil. En période de troubles urbains, les soldats du feu interviennent systématiquement sous protection policière. Depuis le début de l'année, nous avons eu une vingtaine d'agressions par jet de pierre, parfois cocktail molotov ou des tirs à la grenaille aussi. Le fait que nous ne soyons pas sereins sur intervention nous fait penser à autre chose avant de penser peut-être au primordial, c'est-à-dire à la victime ou à l'incendie. On peut prendre n'importe quoi sur la tête ou sur l'engin. Ça peut être des pavés, ça peut être une machine à laver ou un pieu. On peut prendre n'importe quoi. Donc on est très méfiant dans ces cités. On est tellement méfiant que quand on intervient dans d'autres cités, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, eh bien on a exactement le même comportement. Car on a peur, on n'a pas peur pour nous, on a peur surtout pour nos personnels. Même si on se fait agresser à un endroit donné d'une cité, 5 minutes après, on peut être amené à aider une personne qui nous a agressés, et on le fera sans aucun état d'âme. La caserne d'Aulnay-sous-Bois est située à moins de 100 mètres des quartiers sensibles où les pompiers sont régulièrement agressés. Laurent Carle, sapeur-pompier depuis 12 ans, est arrivé ici avec sa femme et ses 2 filles voilà tout juste un an. Depuis, sa vision du métier a complètement changé. Le plus dur pour nous, quand on est venu s'installer à Aulnay-sous-Bois, c'était en septembre 2000 où effectivement on est parti sur intervention dans une zone industrielle à Aulnay. Et en arrivant sur place, on s'est fait accueillir par une bande de jeunes qui nous a tiré dessus à coups de pistolet à grenaille. Donc effectivement, là sous le coup, je me suis dit, j'ai plus rien à faire dans les camions parce que bon, se faire accueillir comme ça pour porter assistance aux personnes, c'est pas tout à fait normal. Il n'a pas peur? Regarde, là j'ai piqué, regarde. Vous avez été formé à réagir à ce genre de situation? Non, pas du tout. Non. Donc c'est à vous de vous débrouiller, à vous de gérer tout ça? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est une mise en question, comme à chaque fois, où on se pose la question, est-ce qu'on a encore sa place? Est-ce qu'on a encore envie de faire ce métier-là? Parce que bon, on est quand même là pour le bien-être de la population, et quand on voit comment on se fait accueillir dans certaines cités, c'est vrai que ça peut poser question. Malgré tous les problèmes, j'aime ce que je fais, donc pour l'instant, si longtemps que j'ai envie de monter dans les camions et partir sur intervention, bah, je continuerai à le faire. Le jour où ça ira plus, bah, je dirai stop et puis ça sera terminé pour moi. Les pompiers d'Aulnay-sous-Bois sont de plus en plus sollicités par des habitants des cités victimes d'agressions. Dans le galion. Ce soir-là, une adolescente a été brutalisée. On va sortir. La jeune fille vient de faire une crise de tétanie suite à une agression. Elle a été agressée ici. Elle a été donc tapée à la sortie de l'école. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en détresse dans le secteur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une population qui est quand même assez pauvre. Et puis c'est vrai que y a beaucoup d'agressivité et d'agression. C'est pas parce qu'il y a une minorité de gens qui font des bêtises que ça doit encourir la vie des autres. Et je pense que c'est ça la motivation, enfin, en tout cas c'est la mienne. Si on est venu ici, c'est quand même par amour de notre prochain. On essaye de se mettre à la place des personnes qui n'ont rien demandé, qui habitent ici et qui ne peuvent pas faire autrement. Et
et qui demandent simplement qu'on les protège. Selon les sondages, près de 90% des Français estiment que la profession de sapeur-pompier est la plus méritante et la plus héroïque qui soit. C'est sans doute cette reconnaissance et la certitude d'être utile qui permettent encore à ces hommes de supporter les agressions et de garder un bon mental. Quand on voit une personne que l'on vient de sortir d'un incendie, ou même une personne où l'on vient de découvrir qu'elle est en train de faire un infarctus, qu'on voit que le médecin il arrive et que la personne est sauvée, je peux vous dire que quand on rentre chez soi, on est heureux, quoi. C'est ça qui nous permet de continuer. C'est vrai que c'est des interventions qui ne sont pas fréquentes, mais on pense aux gens qu'on a pu aider vraiment, quoi. Ceux qui en ont vraiment eu besoin de nous et qui auront dans le futur besoin de nous. De toute façon, il y aura toujours des personnes en difficulté et il faudra toujours qu'il y ait des personnes qui se sentent concernées par les autres, quoi.